Aux obsèques de papa, mon frère a versé du soda sur mon sandwich et a dit « Il aurait honte de toi ». Le lendemain, j'ai envoyé un seul email. Son avocat m'a appelé en premier. « Bonjour, je suis Serena. Avant de nous plonger dans cette histoire folle, faites-moi une faveur, abonnez-vous et dites-nous d'où vous regardez. » Le soleil était trop éclatant pour un jour comme celui-ci. Il perçait à travers les vitraux de l'église comme s'il n'avait pas reçu le message que cette matinée devait être assourdie. Je suis entré, ajustant mes lunettes de soleil avant de les ranger. Les gens chuchotaient déjà. Manteau parfaitement repassé, lèvres peintes juste comme il faut, le deuil organisé comme une œuvre d'art. J'ai marché le long des rangées de ma famille, certains que je n'avais pas vus depuis des années, la plupart évitant le contact visuel. Mon nom n'était pas prononcé, juste quelques sourcils levés et regards de côté, comme si c'était moi qui étais morte. Il m'avait placé tout au fond, 3 rangées derrière ma cousine Claire, qui n'avait pas rendu visite à mon père une seule fois durant sa dernière année. Le seul siège disponible était à côté d'un homme que je reconnaissais à peine, un ami d'affaires de Gideon, je crois. Quand j'ai demandé à un huissier si je pouvais me déplacer vers l'avant, il a juste offert un sourire forcé et a dit « Ces sièges sont réservés ». Alors je me suis assise. La cérémonie était ce à quoi l'on s'attend quand la personne dont on se souvient a été réécrite en une version acceptable pour la consommation publique. Mon père, Arthur Moreau, a été décrit comme un pilier de générosité, un homme de famille, un mentor. Aucune mention des années où il a cessé de me parler, aucune reconnaissance que j'ai pris soin de lui quand son esprit a commencé à s'égarer. Juste des histoires qui faisaient que tout le monde se sentait chaleureux et inclus, même ceux qui n'avaient rien fait. Ensuite, il y a eu une petite réception dans la salle communautaire, un déjeuner léger gracieusement offert par Gideon Lefebvre. Une table pliante garnie de plateaux de sandwichs de supermarché, une glacière de soda et des ustensiles en plastique. Il a probablement dépensé plus pour ses boutons de manchette aujourd'hui que pour l'ensemble du buffet. Je me suis approché, j'ai pris un sandwich et je me suis assis seul à une table dans le coin. C'est là qu'il s'est approché. Gideon ne m'a même pas regardé en ouvrant une canette de soda. Il est passé devant la glacière comme si elle n'existait pas, s'est tenu à côté de moi et, sans un mot, a versé toute la canette sur mon sandwich. Le gaz a instantanément imprégné le pain. J'ai levé les yeux, stupéfaite. Il a finalement croisé mon regard, s'est penché légèrement et a dit, assez clairement pour que ceux qui étaient proches puissent t'entendre, « Papa aurait honte de toi, de montrer ta tête ici. » Personne n'a sursauté. Personne n'est intervenu. Personne n'a même semblé surpris. Juste quelques sourires forcés de son cercle d'admirateurs et un léger détournement de tête des autres. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas jeté le sandwich. Je n'ai pas pleuré. Je me suis levé lentement, j'ai posé l'assiette dégoulinante sur le bord de la table et je suis sorti par la porte latérale. L'air dehors était plus frais, plus calme. J'ai inhalé profondément, laissant le bourdonnement de l'autoroute au-delà du parking de l'église m'ancrer. La même rue où j'allais à vélo quand j'étais enfant. Mes mains ne tremblaient pas. Pas encore. Pas même avec cette humiliation qui dégoulinait encore de mes doigts. J'ai entendu de petits pas derrière moi et je me suis retourné. Lily, la plus jeune fille de Gideon, se tenait là. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ans. Tache de rousseur, tresse, petite sandale blanche qui n'allait pas tout à fait. « Pourquoi oncle Gideon a-t-il gâché ta nourriture » a-t-elle demandé, les yeux grands ouverts avec le genre de curiosité honnête que seul une enfant peut avoir. Je me suis penché pour être à sa hauteur. Elle avait l'air confuse mais pas méchante. Sa voix n'avait pas d'aigreur. Parfois, j'ai dit, brossant une mèche de cheveux de son visage, les grandes personnes oublient leur manière, ma chérie. Elle a hoché la tête comme si cela avait parfaitement du sens. Puis elle a couru à l'intérieur pour retrouver ses cousins. Je suis resté dehors. Je ne voulais pas rentrer. Ni pour la limonade diluée, ni pour les fausses embrassades, ni pour une seconde de plus à faire semblant que nous étions encore une famille. J'ai traversé le parking vers ma voiture, croisant des gens qui évitaient mon regard. Je me suis glissé sur le siège conducteur et j'ai regardé du côté passager. Le bouquet que j'avais apporté était là, intact. J'avais espéré le placer quelque part à l'intérieur, un petit geste respectueux. Maintenant, cela semblait inutile. J'ai fixé le volant, essayant de me rappeler la dernière fois que papa et moi avions ri ensemble. Pas parlé, ri. C'était il y a plus de 2 ans, peut-être plus. Nous étions sur sa terrasse arrière.
Il avait fait une blague terrible sur des écureuils mangeant les pancartes politiques dans sa cour. J'avais ri jusqu'à avoir mal au ventre. Cette version de lui était partie bien avant que son cœur ne s'arrête. Mon téléphone a vibré. Un message de tante Grace. Ignore ton frère. Il est stressé. Sois la plus grande. J'ai fixé l'écran. Les mots brûlaient dans mes rétines. Sois la plus grande. Encore. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai murmuré à personne en particulier, et si j'étais fatigué d'être la plus grande? J'ai laissé tomber le téléphone sur le siège passager comme s'il était contagieux. Le poids du message de tante Grace pesait toujours lourd sur ma poitrine, mais pas comme avant. Je n'étais pas en colère, pas exactement. Cela ressemblait plus à de la fatigue, une lassitude profonde qui s'installe quand on porte un silence qui ne vous appartient pas. Au lieu de rentrer à la maison, j'ai tourné à droite à l'intersection. Quelques pâtés de maison plus loin, je me suis garé devant un petit café avec des boiseries bleues délavées et une vieille cloche au-dessus de la porte qui tintait quand on entrait. C'était l'endroit préféré de mon père pour le café du dimanche, avant qu'il ne commence à préférer le calme à la compagnie. Je n'y étais pas retourné depuis des années, mais la banquette près de la fenêtre était toujours là, intacte, comme si le temps l'avait contournée. J'ai commandé un café nature, sans fioritures, et me suis glissé dans la banquette. C'était la fin d'après-midi. Le soleil frappait la table sous un angle doux. Mon reflet dansait sur la fenêtre d'une manière qui me faisait paraître plus jeune, ou peut-être juste plus fatigué. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau. 3 nouveaux SMS. Désolé pour Gideon. Il ne le pensait pas. Tu avais l'air tendu aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Essayons tous d'aller de l'avant. Tous de cousins différents. Poli, soigné, inutile. Je n'ai répondu à aucun d'eux. 2 autres personnes sont entrées. Mes cousines Naomi et Trevor. Elles ne m'ont pas vu, ou peut-être ont-elles fait semblant. Elles ont pris une table 2 banquettes derrière la mienne, juste assez loin pour que leur voix semble sûre. Papa ne lui a rien laissé, a chuchoté Naomi en sirotant d'une tasse à emporter qui coûtait probablement plus cher que le plateau de sandwich aux obsèques. Elle a trop insisté avant qu'il ne décède. C'est ce que tante Vera a dit. Trevor s'est penché. Elle n'était même pas aux réunions successorales. Jean, pas invité du tout. Naomi a laissé échapper un rire soufflé. Elle a de la chance qu'il l'ait laissé se montrer à l'enterrement. Gideon est généreux. Elles ont fait une pause lorsque le serveur s'est approché. J'ai regardé mon café. Non pas parce que cela me surprenait, mais parce que l'absence de surprise me disait tout. Je n'ai pas bougé. Je ne les ai pas corrigés. Je ne me suis pas levé pour me défendre comme je le faisais quand j'avais 15 ans et que je croyais encore que la justice venait avec le volume. J'ai juste laissé les mots flotter au-dessus de moi comme de l'air vicié, comme la fumée restante d'un incendie que je n'avais pas allumé, mais que je devais toujours respirer. Après leur départ, j'ai fini mon café en silence, j'ai placé quelques billets sous la tasse et je suis sorti. Je ne me sentais pas courageuse ou éclairée. Je me sentais juste, prête. Au lieu de rentrer chez moi, j'ai roulé en direction de l'église. Je me suis rendu compte que j'avais oublié les boutons de manchette de mon père. Les vrais. Pas ceux exposés près du registre de condoléances. J'avais voulu les garder. C'était la seule chose à lui que j'avais été autorisé à apporter sans que quelqu'un fasse des histoires. L'église était calme. Le parking presque vide. Je suis entré et j'ai fait une pause devant le panneau commémoratif. C'était nouveau. Un grand cadre blanc avec des photos imprimées et un en-tête doré indiquant, en mémoire affectueuse, de Gideon Lefebvre et famille. J'ai parcouru les noms listés en dessous. Gideon, sa femme, leurs enfants, quelques parents éloignés. Puis un nom a attiré mon attention. Serena Moreau. J'ai fixé le nom. Pas Serena. Serena. Ce n'était pas une faute de frappe. C'était un message. Une manière subtile de me faire savoir que je n'appartenais pas, même en caractère d'imprimerie. J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris une photo, puis je suis resté là, ne sachant pas si je devais rire ou crier ou simplement partir. Finalement, je n'ai rien fait de tout cela. J'ai laissé les boutons de manchette. Je leur ai tout laissé. Le panneau, les souvenirs, la version de papa qui les faisait bien paraître. De retour dans la voiture, je suis passé devant notre ancienne maison, maintenant celle de Gideon. Les volets étaient peints en bleu marine maintenant.
Le Porsche avait été reconstruit et il y avait une nouvelle boîte aux lettres brillantes avec une serrure numérique. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas. Mon esprit a commencé à cataloguer les exemples. La fois où je n'ai pas été copié sur l'email de groupe concernant l'opération de papa. Le Noël où mon cadeau a été perdu dans le désordre. L'invitation à la réunion qui n'est jamais arrivée, mais n'était qu'un oubli. Une seule coupure ne vous tue pas, mais 1000 petites, c'est une autre histoire. Plus tard ce soir-là, j'étais assise sur mon canapé à parcourir les médias sociaux, essayant de me paralyser avec les vies filtrées des autres. C'est là que je l'ai vu. La femme de Gideon avait posté une photo des obsèques. Tout sourire, tout mis en scène, légendé, magnifique hommage de notre famille. Je n'étais sur aucune image. Pas même un reflet dans un panneau de verre. Aucune identification. Aucune mention. Cela m'a frappé. Pas comme un coup de poing, mais comme une lente prise de conscience. Je ne pleurais pas seulement l'homme qui m'avait élevé. Je pleurais l'illusion que j'avais jamais vraiment fait partie de cette famille. Je n'ai pas beaucoup dormi après avoir vu ce post. Je suis resté allongé dans la semi-obscurité, fixant le plafond comme s'il pouvait offrir des réponses, ou au moins une fissure par laquelle me glisser. Mon téléphone a vibré une fois à minuit. Je n'ai pas vérifié. Quoi que ce soit, cela pouvait attendre le matin. Quand le soleil a finalement percé à travers les stores, je me suis levé du lit, j'ai marché pieds nus jusqu'au tiroir près de mon comptoir de cuisine et je l'ai ouvert. Enfoui sous une pile de coupons d'épicerie et de guides de médicaments périmés, il y avait une brochure de l'hôpital. La couverture disait « Naviguer dans les soins de mémoire, un guide pour les familles ». Elle était là depuis près de 2 ans, intacte, pliée en deux. La tenir donnait l'impression d'ouvrir une capsule temporelle qu'on n'avait jamais demandé d'enterrer. Et tout comme ça, j'étais de retour là-bas. Le couloir sentait le désinfectant et quelque chose de métallique que je n'arrivais jamais tout à fait à identifier. Je me souviens de la froideur du sol à travers mes chaussures, de l'écho de pas qui n'étaient pas les miens. C'était un jeudi. J'avais apporté un sac de courses avec des crackers au beurre de cacahuète, de la ginger ale et des livres de mots croisés. Des choses qu'il aimait autrefois. Quand je me suis approché du poste de soins des infirmières, j'ai souri et j'ai demandé la chambre 214. Le visage de l'infirmière s'est crispé. « Je suis désolé, a-t-elle dit, l'accès aux visites vous a été révoqué par la famille immédiate. » Mon cerveau s'est arrêté, comme un ordinateur qui met en mémoire tampon au milieu d'une phrase. « Je suis désolé, quoi ?» Elle a hésité, puis a tourné l'écran vers moi. Sur l'écran, à côté de la ligne marquée « Visiteur restreint », il y avait mon nom. Clair comme le jour. Demandé par Isolde Lefebvre. Je n'ai pas discuté. Non pas parce que j'étais d'accord, mais parce qu'il y a un type particulier d'humiliation qui n'a pas besoin d'audience. Je me suis assise dans le couloir. Les heures passaient, aussi lentement que la glace qui fond. De temps en temps, une infirmière jetait un coup d'œil dans ma direction. La pitié adoucissait leur expression avant que le devoir ne les attire ailleurs. Personne n'est sorti. Personne n'a envoyé de mots. Plus tard, une aide-soignante de nuit est passée et a chuchoté « Votre frère s'occupe de la liste ». Il a été strict. Elle a dit « Vos visites causent du stress ». J'ai hoché la tête, mais je ne l'ai pas vraiment entendu. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était « Il était dans cette chambre ». Mon père respirait encore. Et j'étais à 3 mètres de là, pas autorisé à dire au revoir. Cette porte est restée fermée. Quand j'ai quitté l'hôpital cette nuit-là, le ciel avait pris cette teinte indigo juste avant l'obscurité totale. Je me suis assise dans ma voiture et je n'ai pas démarré pendant 20 minutes. J'ai juste fixé la lueur des lumières du parking sur mon pare-brise et je me suis autorisé à ressentir. À vraiment ressentir. Plus tard cette semaine-là, une amie d'université, Jen, m'a contacté. Elle a demandé si j'allais assister à la réunion de planification des funérailles samedi. Quelle réunion ? Ai-je demandé. Ils ne t'ont pas ajouté au fil de discussion du groupe, a-t-elle répondu, puis m'a envoyé une capture d'écran. Voilà. Un chat de groupe avec 15 membres de la famille. Conversation, sondage de date, sélection de photos. Mon nom n'était nulle part dans le fil. Quand j'ai appelé ma mère, elle n'a pas hésité. C'était mieux ainsi, a-t-elle dit. Son ton était sec. Moins déroutant. Pour qui ? Ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. J'ai quand même écrit un éloge funèbre.
Je l'ai imprimé sur un papier cartonné épais et crème, l'ai plié en 3, je l'ai répété à voix haute une fois, puis je l'ai rangé dans le tiroir sous mon lit. Ils ne m'ont jamais appelé à parler. Le créneau horaire a été donné au patron de Gideon, quelqu'un qui n'avait pas vu mon père en dehors des fêtes. Je me suis assise dans la deuxième rangée arrière pendant la cérémonie. Non pas parce que j'étais arrivé en retard, mais parce que les premières rangées étaient réservées. À ce moment-là, je n'étais pas surprise. J'étais fatigué. Et la frontière entre le choc et l'acceptation s'était amincie jusqu'à devenir presque transparente. J'ai toujours le discours. Parfois, les soirs où je ne peux pas dormir, je le relis. Pas pour me souvenir de mon père, mais pour me souvenir de la version de moi qui pensait encore que mes mots comptaient pour eux. Maintenant, je regarde le dossier sur ma bibliothèque. Il est étiqueté « Informations sur la succession », épais de paperasserie que je n'ai pas osé trier. Je me lève, je m'en approche et je passe la main sur son dos. Froid, lisse, impassible. Si je n'ai pas pu dire au revoir, je murmure, je vais au moins m'assurer de ne pas être oublié. Le dossier semblait plus lourd dans mes mains qu'il n'y paraissait. Je l'ai porté jusqu'au comptoir de la cuisine, je l'ai posé à côté de ma tasse de thé intacte et je l'ai fixé pendant longtemps. Honnêtement, je n'avais pas prévu de l'ouvrir ce jour-là. Je pensais le laisser prendre la poussière jusqu'à ce que les bords s'enroulent. Mais quelque chose avait changé en moi. Peut-être était-ce la façon dont le nom de ma mère est apparu sur le formulaire d'accès révoqué de l'hôpital. Peut-être était-ce d'entendre des chuchotements dans des cafés de la part de personnes qui pensaient que je ne pouvais pas entendre. Ou peut-être était-ce de réaliser enfin que le silence n'était pas une protection, c'était une suppression. J'ai allumé mon ordinateur portable. Pas pour regarder les documents tout de suite, mais pour ouvrir la vidéo de la cérémonie commémorative. La femme de Gideon avait posté le diaporama complet. 26 minutes. Musique de piano en fond sonore, citation en caractères cursifs, moments de famille présentés comme s'ils appartenaient à une publicité Hallmark. J'ai regardé le tout. Et je n'y étais pas. Pas une seule photo de moi. Pas même les photos floues de quand j'avais 10 ans et que papa venait encore à mes pièces de théâtre à l'école. Juste Gideon, Vera, leurs enfants, et les photos occasionnelles de nos parents lors d'événements officiels. La légende sous la dernière photo disait « Une vie construite pour un héritage ». J'ai ri, juste une fois. Un rire aigu et amer. Puis j'ai murmuré, juste pas le mien, apparemment. J'ai fermé la vidéo. J'ai ouvert mes contacts et j'ai appuyé sur l'icône d'appel de la personne que j'avais évitée le plus longtemps. Ça a sonné 3 fois avant qu'elle ne réponde. Serena. La voix de ma mère semblait surprise. Polie. Comme si elle préparait déjà son ton pour la compagnie. J'ai juste une question, j'ai dit. Pourquoi ai-je été exclu de tout? Il y a eu une pause de son côté. Trop longue pour être involontaire. Je ne pensais pas que cela aiderait qui que ce soit, a-t-elle répondu avec prudence. Tu as une façon de remuer les choses, et ce n'était pas le moment pour l'attention. J'ai serré la mâchoire. Tu veux dire, l'honnêteté? Elle a soupiré. Parfois, la paix compte plus que la vérité. Ça y est. C'était la phrase. Le dénouement final. Tu ne protèges pas la paix, j'ai dit. Ma voix était basse. Tu protèges le confort. Le tien. Le sien. Celui de Gideon. Et j'en suis le prix depuis des années. Serena. Elle a commencé. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse finir la phrase. Après un moment, je suis retourné au diaporama et j'ai fait une pause sur la dernière image. Gideon et ses enfants, souriant largement, tenant un trophée en verre sur lequel était écrit « Famille de l'année ». Comme si cela avait été mérité. Comme si nous autres n'avions jamais existé. J'ai ouvert ma galerie de téléphone. Des dizaines de photos de moi et de papa. Pique-nique, partie de pêche, même un selfie flou de sa chambre d'hôpital avant les restrictions. Des photos que personne n'avait demandées, des souvenirs que personne ne voulait. Il ne m'oubliait pas seulement. Il curait autour de moi. Je me suis assise et j'ai fixé le plafond, laissant tout se mettre en place. Pendant des années, j'ai pensé que si je ne faisais pas de vagues, je serais peut-être toujours la bienvenue sur le rivage. Mais maintenant, la marée s'était déjà retirée, et je n'étais pas debout sur du sable. J'étais debout sur du béton. Si être vu rend les gens mal à l'aise, ai-je murmuré à moi-même, peut-être que je suis né pour déstabiliser.
J'ai ouvert un nouveau brouillon de mail et j'ai tapé l'adresse de l'avocat successoral de la famille. Pas pour plaider, pas pour discuter. Juste pour déclarer. Objet, demande concernant la documentation des bénéficiaires. Dans le corps du message, j'ai écrit, « Cher maître Fournier, je vous écris pour demander une revue formelle de tous les documents légaux concernant la succession d'Arthur Moreau, spécifiquement en relation avec les bénéficiaires désignés. J'attends de la transparence et l'accès à la documentation complète. 6 juin, vous trouverez un fichier de contributions financières et de correspondance précédemment exclus des dossiers familiaux. Merci de confirmer la réception et les prochaines étapes. Cordialement, Serena Moreau. » J'ai hésité au-dessus du bouton envoyer, puis j'ai ajouté une ligne de plus en bas, « Si je ne suis pas dans le diaporama, je dois m'assurer de ne pas être radié des documents non plus. » Et j'ai cliqué. Je ne m'attendais pas à une réponse aussi rapide. Moins de 24 heures après avoir envoyé, j'ai reçu une réponse de l'avocat. Polie, formelle, codée en langage juridique si lisse qu'elle a presque masqué le coup de poing. Chère mademoiselle Moreau, suite à votre demande, veuillez noter que maître Gideon Lefebvre a soumis des amendements finaux au dossier de succession. Tous les actifs sont actuellement désignés comme étant à lui en tant que bénéficiaire principal, effectif selon la directive déposée et notariée le 3 mars 2021. Compte tenu des clauses de confidentialité et de la direction administrative, seules les parties désignées sont autorisées à consulter les dits documents. Salutations distinguées, cabinet Fournier et Girard LLP. Je l'ai relu 2 fois avant de poser mon téléphone. Aucune mention de mon nom. Aucune référence à une clarification en attente. Juste un mur légal ferme, poliment construit. J'ai composé le numéro en bas de l'email. Une réceptionniste a répondu, me transférant à une associée junior dont la voix sonnait comme si elle sortait tout juste de l'école de droit. Bonjour, j'ai dit, gardant ma voix calme. Ici Serena Moreau. Je viens de recevoir notification concernant les amendements successoraux. Pouvez-vous confirmer si je suis ou non considéré comme bénéficiaire? Une pause. Je suis désolé, mademoiselle Moreau, je ne suis autorisé à parler qu'en termes généraux, à moins que vous ne soyez inscrite au dossier. Donc, c'est non. Silence encore. Je noterai que vous avez appelé, a-t-elle dit. J'ai raccroché. J'aurais pu crier. Au lieu de cela, j'ai ouvert LinkedIn pour me distraire. Ne serait-ce que pour me concentrer sur autre chose. J'ai parcouru les mises à jour. Promotion, anniversaire. Puis j'ai vu le visage de Gideon. Une photo de lui se tenant à côté du lit d'hôpital de notre père, souriant, tenant la main de papa. La légende disait, prendre soin de mon père durant sa dernière année fut l'expérience la plus profonde de ma vie. Aide-soignant à temps plein, défenseur, Phil. Repose en paix, papa. Plus de 500 likes. Des dizaines de commentaires. Tu es un héros. Il a eu de la chance de t'avoir. Dévotion incroyable. Je l'ai regardé comme si on m'avait giflé. Pas à cause du mensonge, mais à cause de la facilité avec laquelle il était accepté. Internet, après tout, n'a besoin que d'une image et d'une phrase polie pour couronner quelqu'un saint. Je me suis souvenu d'être celle qui avait réservé son infirmière à domicile. Qui s'était assise dans les salles d'urgence jusqu'à 3 heures du matin. Qui avait bataillé avec les compagnies d'assurance tout en payant son loyer. Je me suis souvenu de manquer le travail pour nettoyer après ses chutes, laver son linge, payer les nouvelles prescriptions quand Médicare ne les couvrait pas. Gideon venait peut-être une fois par semaine. Il apportait des biscuits et prenait des selfies. Et maintenant, il écrivait l'histoire avec mes mains. J'ai pris une capture d'écran et la lui ai envoyée avec une seule ligne, « Tu as oublié d'identifier la personne qui a fait tout le travail. » Pas de réponse, bien sûr. Alors j'ai posté mon propre message. Pas direct. Pas agressif. Juste assez précis. Parfois, l'héritage le plus bruyant est construit sur des mains empruntées. Et parfois, ces mains arrêtent d'applaudir. 3 personnes m'ont envoyé un message privé. C'est à propos de ton frère? Tu vas bien? Je les ai ignorés. Je n'avais pas besoin d'un cercle de sympathie. J'avais besoin de faits. Cet après-midi-là, j'ai sorti une boîte à chaussures. Je l'avais gardée dans le placard du couloir. Elle était pleine de reçus, de cartes de rendez-vous, de carnets de kilométrage. Tout ce que j'avais gardé. Pas parce que j'avais l'intention de l'utiliser, mais parce qu'on m'avait appris à toujours documenter ce que vous donnez, surtout quand personne ne tient le compte. Maintenant,
je le tenais. J'ai numérisé chaque papier sur mon ordinateur portable. J'ai daté chaque fichier. Je les ai triés par dossier, médical, frais de transport, notes. J'ai trouvé un échange de mails avec le médecin traitant de papa qui ne portait que mon nom. Quand j'ai eu fini, j'ai écrit un autre email. Cette fois au partenaire principal du cabinet. Objet, demande de révision neutre de la succession. Cher maître Girard, en tant que partie ayant directement contribué en temps, en soins et en soutien financier à Arthur Moreau au cours des 18 derniers mois de sa vie, je soumets une documentation formelle pour demander une révision neutre de tous les documents successoraux connexes. Veuillez trouver ci-joint des copies numérisées des rendez-vous vérifiés, des paiements et de la correspondance. Je comprends que votre cabinet a le devoir de suivre les directives, mais l'équité et la précision méritent une attention égale. Respectueusement, Serena Moreau. Cette nuit-là, j'ai dormi avec les fenêtres ouvertes. La brise tranchait le silence comme une vérité taillant la fiction. Le lendemain matin, un nouvel email se trouvait en haut de ma boîte de réception. Mademoiselle Moreau, votre demande a été transmise pour examen interne. Veuillez noter que Maître Lefebvre a formellement contesté vos réclamations. Une documentation supplémentaire peut être demandée. Je me suis adossé à ma chaise. Les yeux plissés. Un sourire narquois s'est lentement dessiné sans jamais atteindre la joie. Bien, ai-je murmuré. Faisons un concours qui vaut la peine d'être regardé. L'email avait à peine refroidi dans ma boîte de réception que je prenais mes clés et un dossier. Je n'ai pas attendu que Gideon rumine, ni que ma mère appelle pour une autre leçon sur la dignité. J'avais besoin de preuves. Pas de souvenirs. Pas de sentiments. Quelque chose qu'ils ne pourraient pas tordre en un récit qui convenait à leur version de l'héritage. Le vieux garde-meuble se trouvait derrière une grille, non loin de la maison où j'ai grandi. Je ne l'avais pas visité depuis la mort de papa. Le clavier était effacé. Les chiffres collaient légèrement lorsque j'ai tapé le code. Lorsque la serrure a cliqué, un courant d'air frais m'a frappé au visage. L'air était épais de poussière et de désuétude. À l'intérieur, il y avait des cartons, quelques meubles délavés et 2 classeurs poussés contre le mur du fond. Mon nom n'était sur rien. Mais je me suis souvenu que papa y gardait de vieux papiers. Registres fiscaux, manuels et un dossier en papier craft qu'il appelait « le coffre-fort ». J'ai ouvert le tiroir supérieur du 2e classeur, près du fond. Derrière une enveloppe de vieilles photos de famille et quelques factures de services publics, il y avait un dossier étiqueté « brouillon 18 mois avant le décès ». Mes mains picotaient. Je me suis assise sur le sol en béton froid, j'ai déplié le rabat et j'ai lu. C'était un brouillon de testament. Tapé. Initialisé. 2 pages. Et sur la 2e page, clair comme le jour, il y avait une ligne qui disait « Tous les actifs restants doivent être distribués à parts égales entre mes enfants, Gideon Lefebvre et Serena Moreau. » J'ai tourné la page. Une note autocollante jaune était collée sur la page. Mettre à jour après le diagnostic final. Conservez ceci jusqu'au prochain rendez-vous. Je suis resté assise là pendant plusieurs minutes, laissant l'information s'ancrer. Ce n'était pas des oui-dire. Ce n'était pas un souvenir exagéré. C'était son intention. Sa voix non filtrée réduite au silence par ceux qui me préféraient absente. Je suis allé directement à une pharmacie chercher de l'encre, puis à un centre de copie pour numériser le document. Je n'allais plus jamais entrer dans une réunion ou appeler les mains vides. Alors que je sortais du magasin, j'ai entendu une voix familière prononcer mon nom. Serena ? Je me suis retourné. Madame Rousseau. L'infirmière à domicile de papa. Gilet gris, baskets orthopédiques. Les mêmes yeux gentils qui s'attardaient sur moi chaque fois que je visitais l'hôpital. Nous avons échangé des banalités un moment avant que son expression ne change. Il demandait après vous, a-t-elle dit doucement. Chaque fois que j'entrais, il disait « Est-ce qu'elle vient aujourd'hui ?» Mon estomac s'est noué. Elle a regardé autour d'elle avant de continuer. Quelqu'un lui disait toujours que vous ne répondiez pas à ses appels. Mais il ne semblait jamais y croire. Ma voix est sortie rocailleuse. Je n'ai jamais reçu d'appel. Elle a touché mon bras doucement. Je sais. Cette nuit-là, j'ai fouillé dans mes anciens relevés téléphoniques. 6 appels manqués de numéros masqués. Tous avec le même indicatif régional que l'hôpital. Ce n'était pas du spam. C'était papa. Quelqu'un, Gideon, ou ma mère, ou les deux s'était assuré que je n'entende jamais sonner.
Le lendemain, j'étais assise en face d'une nouvelle avocate. Une qui n'était pas liée à la famille. J'ai posé le brouillon numérisé sur son bureau. Ce n'est pas le testament final, j'ai dit. Mais ça montre l'intention. Et je peux prouver la suppression. Elle a ajusté ses lunettes, a lu le document et a hoché la tête. Cela pourrait avoir du poids. Surtout si nous pouvons démontrer le mobile pour le cacher. Je lui ai tendu les relevés téléphoniques, les emails, les reçus. Une chronologie des soins qui n'avaient pas été payés ni crédités. Je ne cherchais pas le drame, j'ai dit. Mais je ne sors plus des pièces pour maintenir la paix. Cette nuit-là, j'ai ouvert un nouvel email à l'avocat successoral. Objet, soumission de documentation supplémentaire. Maître Fournier, veuillez trouver ci-joint une copie numérisée d'un brouillon de testament rédigé par Arthur Moreau, daté de 18 mois avant son décès. Cette version reflète une distribution égale des actifs entre les deux héritiers. Sont également inclus des relevés téléphoniques indiquant une interférence intentionnelle avec la communication en fin de vie, ainsi que des documents financiers justificatifs. Je demande que ce matériel soit formellement évalué pour sa portée juridique. Cordialement, Serena Moreau. 10 minutes plus tard, une réponse est arrivée. Reçu. Nous notifierons le bénéficiaire principal de cette soumission. J'ai cliqué sur répondre. Faites ça. Je veux qu'il le voie. Je n'ai pas eu besoin d'attendre longtemps. Le lendemain matin, ma cousine Ellie m'a envoyé un message avec une capture d'écran du chat de groupe familial. Je n'avais pas participé à ce fil depuis avant que papa ne tombe malade. Apparemment, mon nom y flottait toujours, juste pas avec de la gentillesse attachée. Elle est juste amère. C'est sa dernière chance. C'était de Gideon. Un autre cousin a ajouté un emoji rieur. Ellie a écrit sous sa capture d'écran, « Je suis désolé Serena. Je pensais qu'il te parlerait au moins directement. » Il ne l'aurait pas fait. C'était le but. Garder les chuchotements privés, puis faire semblant d'être choqué quand je réagissais. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. J'ai reconnu le numéro. Vera. J'ai envisagé de laisser sonner sur la boîte vocale, mais la curiosité l'a emporté. Serena, a-t-elle commencé? Sa voix était mielleuse, presque théâtrale. J'ai entendu dire que tu avais encore remué les choses. Déposer des documents, mettre les gens mal à l'aise. Je demande ce qui m'appartient, j'ai dit. Ça a tendance à mettre mal à l'aise les gens qui ont pris plus qu'ils ne devraient. Elle a ri, doucement et lentement. Tu sais, ton père m'a dit un jour que tu étais la plus grande erreur qu'il ait jamais faite. Ma bouche s'est asséchée, mais je n'ai pas répondu. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon application d'appel. Il voulait la paix dans ces derniers mois, a-t-elle continué. Mais toi, tu as tout transformé en drame. Il voulait de la dignité et tu. Vera, je l'ai interrompu. Ma voix était égale. Cet appel est enregistré. Silence. Je l'ai laissé s'y asseoir. Puis, sans un mot de plus, j'ai raccroché. Plus tard ce soir-là, je révisais des fichiers numérisés quand un autre message est arrivé. C'était d'un numéro inconnu. Pas de texte. Juste un fichier audio. J'ai hésité à l'ouvrir. Une partie de moi ne voulait pas entendre une chose de plus. Mais l'instinct l'a emporté. J'ai appuyé sur lecture. 2 voix. Claire. Ma mère est Gideon. Elle est imprévisible, a dit Gideon. Si elle se lève là-bas et dit quoi que ce soit sur ce qui s'est réellement passé, ça va tout défaire ce que nous avons construit. Alors ne lui donne pas l'occasion, a répondu ma mère. Contrôle la liste d'invités. Rends ça propre. Je m'en suis déjà occupé. Mon cœur n'est pas tombé. Il s'est installé. Parce que cette fois, je n'étais pas choqué. J'étais validé. J'ai transféré l'enregistrement, ainsi que le journal d'appel de Vera, à l'avocat successoral. Mon message était simple, veuillez ajouter ceci à ma demande formelle. Je demande que nous passions à la médiation. À l'avenir, je ne répondrai qu'aux communications qui sont attestées ou enregistrées. 2 minutes plus tard, confirmation. Compris. Demande de médiation formelle enregistrée. Le conseiller juridique de votre frère sera inclus à l'avenir. J'ai fermé l'ordinateur portable. Dehors, le vent se pressait contre la fenêtre comme quelque chose qui essayait d'entrer.
Ou peut-être quelque chose qui essayait de sortir. J'ai fixé mon reflet dans la vitre sombre. Ils veulent la guerre, j'ai dit tranquillement. Avec la femme qu'ils ont appris à combattre. Je suis arrivé au cabinet d'avocat 15 minutes à l'avance. Non pas parce que j'étais nerveuse, mais parce que je refusais d'être celle qui arrivait en courant, essoufflée, essayant de prouver qu'elle avait sa place. La salle de conférence était plus froide que prévu. Mur en verre poli, lourde table en acajou, bouteilles d'eau alignées comme de petits soldats à chaque siège. J'ai pris la chaise la plus éloignée, la plus proche de la fenêtre. Qu'ils passent devant moi. Qu'ils sentent ce que c'était d'être assise en face de quelqu'un qu'ils avaient rayé. Gideon est entré le premier. Son avocat le suivait, un homme plus jeune aux cheveux gominés et une arrogance qu'il prenait probablement pour de la confiance. Vera a suivi. Habillée comme si elle allait à un brunch au lieu d'une médiation. Elle ne m'a pas regardé. La modératrice, une femme aux cheveux gris avec une attitude assez tranchante pour couper la tension, nous a appelés à l'ordre. Commençons. Gideon s'est adossé à sa chaise. Les bras croisés. Terminons vite. Vous n'êtes là que par courtoisie. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai sorti une épaisse enveloppe de mon porte-documents en cuir et l'ai fait glisser sur la table. À l'intérieur, vous trouverez des copies des journaux de paiement, des chaînes de mai, des horaires de rendez-vous et des correspondances avec le personnel médical des 18 derniers mois de la vie de notre père, j'ai dit calmement. Tout est à mon nom. Tout est vérifié. La modératrice a feuilleté les premières pages. Son stylo a cliqué. Des notes ont commencé. Gideon a bougé légèrement. J'ai également inclus des relevés bancaires notariés montrant que les frais d'infirmière à domicile que vous avez réclamés dans votre dossier étaient en fait couverts par moi. Son avocat a cligné des yeux, puis s'est penché pour lui murmurer quelque chose. Gideon ne l'a pas regardé. De plus, j'ai continué, ouvrant un dossier plus petit, il y a ceci. J'ai posé un simple reçu de pharmacie délavé au centre de la table. Médicaments d'urgence, il y a 14 mois. 283,47 €. Papa n'arrivait plus à respirer. J'ai roulé 2 heures. J'ai payé en espèces. Silence. Vera a bougé sur sa chaise. Si l'amour se mesure en facture, j'ai dit, ma voix sans inflexion, je gagnerai ce concours de loin. Gideon s'est éclairci la gorge. Son ton était défensif. Elle instrumentalisait les soins. Ce n'est pas le but de cette audience. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous avez instrumentalisé l'absence, j'ai dit calmement. J'ai instrumentalisé la preuve. La modératrice n'a pas levé les yeux. Maître Lefebvre, vos réclamations seront réévaluées. Pour l'instant, cette documentation nécessite. Une pause. Elle s'est tournée vers moi. Mademoiselle Moreau, avez-vous autre chose pour le moment? Pas encore, j'ai dit. Mais je n'ai pas fini. La salle a été levée. Les gens se sont levés, ont ramassé leurs affaires. Alors que j'atteignais la porte, Vera s'est tenue à côté de moi. Sa voix était basse, à peine un murmure. Ça ne le ramènera pas, j'ai fait une pause. Puis je me suis retourné. Pas avec colère, mais avec finalité. Je sais, j'ai dit. Mais ça me ramène à moi-même. Et j'ai continué à marcher. Je ne suis pas rentré directement chez moi après la médiation. J'ai fait un détour. Juste besoin d'air qui n'avait pas été pressé entre les murs de verre des salles de conférence et n'avait pas attendu une histoire que personne ne voulait raconter honnêtement. Au moment où j'ai franchi ma porte d'entrée, le soleil avait plongé derrière les toits, projetant mon salon dans cette lumière orangée crépusculaire qui donnait toujours à tout l'impression d'être un souvenir. J'ai posé mon dossier sur la table basse et je me suis assise lentement, sentant chaque partie de mon corps me demander « Tu as fini ?» Je n'avais pas fini. Mes yeux se sont posés sur un vieux coffre en bois sous la bibliothèque. C'était celui de mon père. Je ne l'avais pas ouvert depuis le jour où je l'avais sorti de sa maison. Il était resté tranquillement dans le coin, ne demandant jamais d'attention. Un peu comme moi, j'ai réalisé. Je l'ai sorti et j'ai ouvert le couvercle. À l'intérieur, il y avait des objets divers. Un moulinet de pêche, son étui à lunettes, quelques reçus et des serviettes avec des notes illisibles. Et caché derrière la doublure, presque invisible, il y avait une enveloppe jaunie, non scellée mais usée sur les bords. Pas de nom à l'extérieur. Juste cette écriture familière en lettres capitales sur la carte à l'intérieur.
Serena. Ma gorge s'est serrée. La lettre était datée de 4 semaines avant son décès. L'encre tremblait légèrement. Sa main avait commencé à trembler davantage à ce moment-là. Mais chaque mot était indubitablement le sien. Serena, je sais que je n'ai pas dit assez, et ce que j'ai dit n'était pas toujours gentil. Mais j'ai observé ta force. La façon dont tu prends soin, même quand personne ne le reconnaît. Ne les laisse pas effacer ta valeur. Tu n'es pas invisible. Pas pour moi. J'ai demandé à l'avocat de faire des mises à jour. J'espère qu'elles t'ont atteinte. Si ce n'est pas le cas, je suis désolé. J'ai essayé. S'il te plaît, pardonne-moi pour le silence. Ce n'était pas de l'absence. C'était de la peur. Cette dernière phrase m'a défaite. Pas de manière dramatique. Doucement. Profondément. Un tremblement qui a commencé dans ma poitrine et s'est propagé dans le reste de mon corps. J'ai tenu la lettre contre mon cœur et j'ai fermé les yeux. Plus tard cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé le nom de Gideon dans une barre de recherche. Pas parce qu'il me manquait, mais parce que j'étais enfin prête à voir ce qu'il disait. Ça n'a pas pris longtemps. C'était là. Un long post sur son blog professionnel. Daté de 2 jours après les funérailles de papa. Titre, le fils unique d'Arthur Moreau. Il avait écrit sur l'héritage, sur le sacrifice, sur la façon dont guider notre père dans ces derniers mois avait été un devoir sacré que seul un fils pouvait comprendre. Il y avait des photos. Celles que je n'avais jamais vues. Lui tenant la main de papa. Lui au chevet de papa. Lui sur la tombe de papa. Je n'étais sur aucune d'entre elles. Pas même comme un nom. Il avait réécrit toute l'histoire. S'était désigné comme l'unique héritier de la mémoire. Et avait effacé tout ce qui ne servait pas son récit. Les commentaires remplissaient le bas du post. Magnifique hommage. Ton père serait si fier. Quel lien vous partagiez? Ce n'était plus seulement le vol de biens. C'était le vol d'identité. Je n'ai pas répondu publiquement. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, j'ai pris la lettre, je l'ai numérisée avec soin et j'en ai imprimé 2 copies. Une pour mon dossier de médiation. Et une pour mon propre mur. Pas comme preuve, mais comme rappel. Puis j'ai envoyé la version numérisée par email à mon avocate. Pas d'explication. Juste une ligne d'objet, si la vérité est gênante, rendons-la indéniable. Le lendemain matin, j'ai posté une photo sur ma page personnelle. Une que j'avais prise il y a 5 ans. Juste moi et papa au bord du lac. Canne à pêche à la main. Le soleil se reflétant sur l'eau. La légende était une seule citation de sa lettre, ne les laisse pas effacer ta valeur. Pas de hashtag. Pas de nom. Juste la vérité. À midi, elle avait été partagée une 12aine de fois. Au dîner, elle avait trouvé son chemin jusqu'au chat familial élargi. Je n'avais plus besoin de dire quoi que ce soit. Je n'ai pas bronché en voyant Gideon de l'autre côté de la pièce. Pas cette fois. L'audience finale s'est déroulée dans un bureau d'avocat du centre-ville. Moderne. Stérile. Conçu pour impressionner. Tout sentait légèrement le polish au citron et le papier. Je suis entré seul. Dossier sous le bras. Talons cliquetant avec détermination. Personne n'allait confondre ma présence avec de l'hésitation. Arthur Leclerc attendait déjà dans le couloir. Il se tenait plus droit que la plupart des hommes de son âge, mais la canne dans sa main droite trahissait les années. Quand il m'a vu, il a hoché la tête et m'a tendu une petite enveloppe. Il m'a fait confiance pour garder ça, a-t-il dit. Je crois qu'il savait que tu en aurais besoin un jour. Mes doigts se sont serrés autour de l'enveloppe, mais je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. À l'intérieur de la salle d'audience, Gideon était assis à la table opposée avec son avocat. Vera planait près de la porte, probablement là pour le drame, pas pour la substance. La modératrice nous a fait un salut rapide avant de nous faire signe de nous asseoir. Procédons. L'avocat de Gideon a commencé par répéter leur position. Document finalisé, transfert non contesté, historique d'implication constante. Quand il a eu fini, la modératrice s'est tournée vers moi. Mademoiselle Moreau, votre réponse? Je me suis levé. J'ai ouvert l'enveloppe qu'Arthur m'avait donnée et j'en ai fait glisser le contenu. C'était un testament manuscrit. Daté, signé et notarié. Clair.
Incontestable. Arthur a ajouté, j'étais là quand il l'a signé. Il m'a demandé de le livrer si jamais Serena était mise à l'écart. La salle a changé d'atmosphère. J'ai regardé directement Gideon. Ce testament nous désigne tous les deux comme co-bénéficiaires. Mais surtout, il inclut une clause. La modératrice a parcouru le document, puis a lu à haute voix, si ce document est contesté par l'un ou l'autre enfant, la médiation est finale. Gideon a murmuré quelque chose sèchement à son avocat, qui a légèrement pâli. Puis est arrivé le moment que je n'avais même pas prévu, mais que j'ai accueilli. L'avocat familial, feuilletant les deux testaments, a fait une pause. Il y a une clause similaire dans la version notariée soumise par Maître Lefebvre également. Une qui a été commodément omise dans le résumé qui nous a été fourni. Il a levé les yeux et a lu, en cas de litige, le bénéficiaire qui a maintenu sa contribution financière et n'a commis aucune diffamation pendant le traitement de la succession conserve le contrôle. La salle est tombée dans le silence. Mon avocate a fait glisser des captures d'écran imprimées du post LinkedIn de Gideon, des hommages sur Facebook et un rapport bancaire montrant 0 paiement effectué pour les soins de papa. Un comparatif avec les miens. Je n'ai pas eu à dire un mot. Gideon a essayé de se reprendre. Elle déforme les choses. Elle utilise des astuces juridiques. Le juge l'a interrompu. Il vous a été donné toutes les occasions d'agir de bonne foi. Vos propres actions parlent le plus fort maintenant. Vera a fait un bruit à l'arrière, comme un ricanement ou un soupir. Je ne me suis pas tourné vers elle. Au lieu de cela, j'ai fait face au panel. Le dos droit. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. Je suis juste resté là et j'ai laissé la vérité s'installer là où elle devait. Quand ce fut fini, je suis sorti de cette pièce plus lentement que je n'y étais entré, mais plus légère. Pas de caméra. Pas de gros titres. Juste l'air calme et le doux grattement des chaussures sur le carrelage. Des heures plus tard, j'étais chez moi, assise sur ma terrasse avec un verre de thé glacé, quand mon téléphone a vibré. Un message de Gideon. Tu es fier de m'avoir ruiné? Je l'ai regardé une seconde, puis j'ai tapé, non. Je suis fier de t'avoir survécu. Et j'ai appuyé sur envoyer. Les jours qui ont suivi l'audience ont été plus calmes que prévu. Pas le genre de calme qui s'installe dans une pièce une fois qu'on a éteint la télévision, mais le genre qui persiste après que quelqu'un a claqué une porte et est parti pour de bon. Final. Sans poids. Je n'ai eu de nouvelles de personne de la famille. Pas de message, pas d'appel, pas de tentative tiède de réconciliation ou de branche d'olivier toxique déguisée en « prendre des nouvelles ». Au lieu de cela, je me suis concentré sur les aspects de la vie qui ne tournaient pas autour des tribunaux et de la garde de la mémoire. J'ai lu des romans que j'avais voulu lire pendant des années. J'ai réorganisé ma cuisine. J'ai planté du basilic et des tomates sur le petit patio derrière ma porte coulissante. Voir quelque chose pousser donnait l'impression de reprendre de l'espace, même si ce n'était que dans un pot en céramique. Mais parfois, le silence ne dure pas. Un jeudi matin, alors que le soleil filtrait à travers les stores de mon salon, j'ai ouvert le chat de groupe familial sur un coup de tête. Je n'avais pas contribué depuis des mois, peut-être plus. Il y avait toujours une partie de moi, petite et persistante, qui voulait croire que la poussière s'était déposée. Que peut-être, juste peut-être, après toutes les cris et le silence, quelqu'un serait prêt à se souvenir que nous avions jadis partagé une vie au-delà d'un conflit. Alors j'ai posté une photo. Juste une. Papa et moi sur un quai. Il riait. Vraiment riait. Le genre de rire qui plissait les yeux. Je l'avais prise lors d'une de nos dernières sorties de pêche. J'ai tapé, il a adoré cette journée. Pas de hashtag. Pas de suivi. Juste ça. 5 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Vous avez été retiré du groupe. Aucune explication. Aucune réponse. Aucun avertissement. Juste parti. J'ai fixé l'écran un instant. Pas triste. Pas en colère. Juste clair. Il ne voulait pas juste m'ignorer. Il voulait m'effacer. Pas légalement. Pas par écrit. Mais dans l'espace où les familles font semblant de rester connectées. Un exil numérique. Plus facile que d'affronter ce qu'ils avaient fait. J'ai supprimé le fil. Puis j'ai murmuré à personne en particulier, c'est la dernière faveur qu'ils m'ont faite. La liberté. J'ai posé le téléphone. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la cuisine.
Je me suis versé un verre d'eau. L'acte semblait cérémonial d'une certaine manière. Je n'étais plus en deuil. J'étais en mouvement. Cet après-midi-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché des vols pour le week-end. Je ne voulais pas une escapade qui nécessitait des explications. Je voulais juste de la distance. J'ai réservé une petite cabane près de la côte. Quelque part avec l'air salin et rien d'autre que des livres, des vagues et ma propre compagnie. Premier voyage en solo que j'ai fait depuis des années. Non pas parce que j'étais seul. Mais parce que je ne l'étais plus autant. En préparant un sac pour le week-end, j'ai jeté un coup d'œil à la photo de groupe sur la cheminée. La dernière que nous avions prise en famille. Des années auparavant, avant que les fissures n'apparaissent. Je ne ressentais plus rien pour elle. Pas de tiraillement, pas de douleur. Je les laissais là. Laissant prendre la poussière avec le reste des choses qu'ils avaient choisi d'oublier. Sur le chemin de l'aéroport, j'ai reçu un dernier SMS d'un cousin dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis les funérailles. Juste pour que tu saches, les gens parlent toujours de toi dans le groupe. J'ai souri à l'écran. Puis j'ai tapé, ils parleront de moi dans ce groupe, mais je serai trop loin pour les entendre. L'océan semblait différent quand on ne portait plus de poids sur le dos. 3 semaines après la décision, je me tenais sur le petit balcon de mon nouveau logement. Un appartement niché au bord d'un quartier calme qui ne se souciait pas de qui était votre père, ni de ce que votre nom de famille signifiait autrefois. Les arbres bruissaient comme s'ils applaudissaient, et pour une fois, j'ai laissé le son entrer sans résister. La matinée était simple. Une tasse de thé à la camomille. Un stylo qui glissait enfin sur les pages de mon journal sans hésitation. Un plant de tomates poussant contre toute attente dans un pot fissuré que j'avais sauvé d'un magasin d'occasion. La paix ne s'annonçait pas. Elle s'installait simplement quand on cessait d'attendre que quelqu'un d'autre la livre. Je ne me réveillais pas tôt pour me préparer à un autre coup dur. Il n'y avait pas de fils familiaux à scruter pour des mines antipersonnelles passives-agressives. Pas d'avocat à appeler. Juste moi, un jardin auquel j'apprenais à faire confiance, et de l'espace. En rangeant des livres sur une étagère que j'avais construite de mes propres mains, j'ai trouvé un roman que j'avais commencé il y a des années. À l'intérieur, il y avait une page pliée, jaunie au coin. Je l'ai ouverte pour trouver une lettre que j'avais écrite à papa. Jamais envoyée. Bien avant la guerre de succession. À l'époque où je pensais encore que nous avions le temps. Je ne sais pas si tu liras jamais ceci. Peut-être que je trouverai le courage de le dire. Peut-être pas. Mais les parties de toi qui n'ont jamais été autorisées à s'adoucir me manquent. J'espère qu'un jour tu verras la femme que je suis devenue. Et j'espère que tu seras fière. Pas parce que j'ai suivi tes règles. Mais parce que j'ai trouvé les miennes. J'ai souri. Pas tristement. Sincèrement. Parce que je l'avais fait. Plus tard cette semaine-là, en revenant de la bibliothèque locale, la gérante de l'immeuble m'a interpellé. Quelqu'un a laissé ça pour vous, a-t-elle dit, me tendant une petite enveloppe en papier craft. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, il y avait une photo. Papa tenant une canne à pêche, portant un chapeau de soleil ridicule que je l'avais supplié de porter une fois, juste pour rire. Au dos, en écriture épaisse et régulière, pour Serena. Celle qui se souvenait de l'homme entier, pas seulement du père. Arthur Leclerc. J'ai fixé la photo plus longtemps que je n'aurais dû. Pas parce que j'avais besoin de la validation. Mais parce qu'il y a quelque chose de sacré à être remémoré par quelqu'un qui a tout vu et n'a pas bronché. Ce soir-là, je suis allé au parc en bas de la rue. Des enfants riaient. Un couple se disputait pour savoir s'ils avaient manqué leur tour sur une carte. Des chiens aboyaient. La vie bourdonnait, indifférente et généreuse. Une voisine a salué depuis son balcon. Vous avez l'énergie la plus calme de cet étage, a-t-elle dit. J'ai ri. Ne vous laissez pas tromper par le thé et les sandales. Il a fallu une guerre pour en arriver là. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait. Peut-être que c'était le cas. La bibliothécaire m'avait envoyé un email plus tôt dans la journée. Elle avait lu mon post en ligne sur le deuil et l'héritage, et voulait que je prenne la parole lors d'une soirée lecture de mémoire le mois prochain. J'ai hésité au début. Puis j'ai répondu, ce serait un honneur. L'héritage n'était pas ce que vous laissez derrière pour que d'autres se disputent. C'était ce que vous choisissiez de vivre. Ce soir-là, j'étais assise sur le même balcon où la matinée avait commencé. La brise s'était levée.
Mon thé était froid, mais cela ne me dérangeait pas. J'ai pensé à Arthur Leclerc. Au regard dans les yeux de mon père lors de notre dernière partie de pêche. À toutes les vérités qui avaient été enfouies. Non pas parce qu'elles étaient dangereuses, mais parce qu'elles étaient gênantes. Et maintenant, elles étaient à moi. J'ai regardé devant moi. Pas derrière. Certaines personnes héritent de bien. J'ai hérité de la vérité. Et c'est quelque chose que personne ne peut contester. Si vous avez déjà dû vous battre pour votre place dans votre propre famille, vous n'êtes pas seul. Commentez ci-dessous pour dire d'où vous regardez.